Foutez-moi le feu! Bonjour, 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 bonjour. J'ai un problème. Je suis beaucoup trop joyeux. Or, j'avais prévu avec eux un genre de montée en puissance et tout. Il faut absolument que je me calme. Je suis un peu joyeux. En plus, ça m'arrive souvent, la joie. Comme mon petit chien vient me réveiller tous les matins en sautant sur le lit. Quand je marche sur le GR34, seul, vraiment en contact avec la nature. Le GR34, c'est le sentier des douaniers en Bretagne. Quand je jouais, quand je racontais des histoires le soir à mon fils Balthazar, que je jouais à la bagarre avec les grands. Et puis aussi, les moments de joie, pour moi, c'est la culture. C'est une expo de Chagall. C'est une expo de Tarsila Doyamara, je ne sais pas si tu l'as vu. Cette artiste cubique et tropicale brésilienne qui a fait une expo au Musée Luxembourg qui m'a complètement mis en joie. Bon, alors la joie, c'était aussi mercredi. Parce que mercredi, j'étais dans la fosse avec 2000 personnes et je peux vous dire que c'était un bordel. J'étais avec cette dame-là et là, la joie, je l'ai vue. La joie, je l'ai vue. La joie, je l'ai vue, je l'ai sentie avec les gens, mais je l'ai vue dès qu'elle est arrivée tout de suite. J'ai vu que non seulement elle est générée, mais elle avait besoin de ce truc-là. Voilà, et je ne suis pas le seul à être joyeux, moi. Moods, et non, on se promenait ensemble parce qu'on travaillait sur un truc, etc. On faisait des rendez-vous très sérieux, on rentrait dans les immeubles, là, et quand le rendez-vous était bon, on sortait, et Moods dans l'oreille faisait « Iou !» comme ça, une espèce de truc. Voilà. Et puis, voilà, donc il y a mes moments de joie, il y a des moments de joie sportive, je ne sais pas, la victoire du PSG, le en marchant, etc. Et puis, il y a des moments de joie plus surprenants, quoi. Plus inattendus. Un matin, on se réveille, on est complètement en joie, heureux de vivre, on ne sait pas très bien pourquoi, on se sent un peu con, on ne sait pas très bien avec qui le partager. Il y a des moments de joie encore plus bizarres. Moi, quand on me parle de la joie, je me rappelle de l'enterrement de mon ami Nico, qui est mort, foudroyé par le cancer. Et 3 mois après la déclaration de son cancer, on s'est retrouvés. On était 500. Et c'est un des moments les plus joyeux qui soit. On a évoqué son souvenir. Donc, il y avait un mélange de tristesse et de joie. D'ailleurs, tout à l'heure, Caroline Sos m'a dit, Arnaud, tu sais, Khalil Gibran, il dit, plus tu as su creuser le puits de la tristesse, plus tu fais de la place à la joie. Donc il y a ce truc. Et puis, un autre truc étrange, c'est le 15 novembre, je dois faire une conférence sur la joie avec un grand philosophe, 1800 personnes aux Folies Bergères. Le 13 novembre, tu te rappelles, Véronique, et le 13 novembre, c'est le Bataclan. Et le 13 novembre, moi, j'habite à 100 mètres du Bataclan. Et je suis avec mon fils, là, l'un comme l'autre. Ça tire partout. On ne sait pas s'il n'y a pas des gens dans la rue. Ma femme, mes enfants ne peuvent pas venir, etc. Et le lendemain matin, j'appelle Frédéric Lenoir. Et je lui dis, mais qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas faire une conférence sur la joie. Il me dit, c'est plus important que jamais. Et là, je me suis dit, on va se faire engueuler et défoncer par tout le monde. Et tout le monde nous a dit, tout le monde est venu, et tout le monde nous a dit, merci d'avoir laissé un espace à la joie. Donc voilà, aujourd'hui, la conférence, elle s'appelle « La joie malgré tout », parce que, si vous voulez, malgré, voilà, il y a toujours un espace pour la joie. La joie, Charles, il en parle bien, elle arrive toujours à se frayer un chemin. La réalité ne peut pas vaincre complètement la joie. La joie se fout du contexte, elle se fout de la bienséance, elle se fout de tous les trucs difficiles qu'on a entendus, parce que peut-être qu'ici et maintenant,
il va se passer quelque chose de différent. Elle nous rend plus vivants, elle nous rend plus forts, elle nous relie. Aujourd'hui, on ne va pas faire que parler de la joie, on va s'amuser ensemble avec ce sujet. Elle nous relie, elle nous rend même plus efficaces au travail, mais c'est vrai qu'aussi, parfois, elle nous déroute, quoi. Nous qui nous maîtrisés, cache ta joie, ne montre pas trop ta joie. C'est vrai qu'on peut se sentir un peu con d'être joyeux. On peut même dérouter, à l'instar de Solaro, le héros du roman de Charles, qui se fait condamner et qui reste joyeux. Ils veulent même le soigner en se disant « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Le mec est en prison et il a une légèreté, une joyeuse et une joie qui déroute. Voilà. Voilà, et puis enfin, on va se poser des questions. Est-ce qu'on est tous doués pour la joie? Est-ce qu'on peut la programmer? Est-ce qu'on peut la transmettre? Pourquoi est-ce qu'elle est si proche, on en parlera, de la tristesse? Pourquoi est-ce que c'est le compagnon, peut-être, même de la tristesse? Voilà, donc la joie, elle est nécessaire au Parlement, elle est nécessaire parce qu'on a besoin de prendre des forces, elle est nécessaire parce qu'on a besoin de nous relier. Et j'adore cette phrase de Emma Goldman à propos de ce qui nous menace et de l'énergie. « If I cannot dance, this is not my revolution. » Voilà, bienvenue. Donc, si on ne peut pas danser, on ne fera pas la transition écologique. Et donc, je vais présenter maintenant, mais je vais juste boire 1 minute, parce que la joie, ça assèche un peu. Alors, comment est-ce que je vais les présenter, ceux-là? Je vais présenter Flavia. Alors, Flavia, c'est simple, je ne la connais pas, je l'appelle, elle me fait « Arnaud, tu me demandes de venir parler de la joie à l'UNESCO, mais je cours. Attends, 2 minutes, on ne s'est pas parlé. » Voilà. Donc, Flavia est une artiste brésilienne extraordinaire. Vous pouvez aimer ou pas sa musique, mais alors, mais vraiment, hein, moi je ne connaissais pas bien sa musique, mais vraiment, allez l'écouter, allez communier avec elle. Allez écouter Ginga, c'est ton dernier album, voilà. Et Flavia, elle est brésilienne, on va en parler, mais ça fait 15 ans, combien de... Bientôt 15 ans, voilà, 20 ans qu'elle vient en France. Alors à côté, il y a Charles Pépin. Charles, qui est un vieux complice, dont vous connaissez tous. Vous connaissez tous Charles, je pense que vous connaissez ses livres. Il n'a pas fait exactement un essai sur la joie, mais il a fait beaucoup de conférences, mais il a fait quand même un roman où il a revisité l'étranger, et même il en a fait une pièce de théâtre. Voilà, Charles, c'est un des romanciers, plutôt essayistes, les plus vendus dans le monde. Je pense que les gens connaissent son livre sur la confiance. Peut-être, je crois que Les Vertus de l'échec, c'est un livre qui a marqué beaucoup de gens. Moi, ça m'a marqué. Puis Charles, je ne dirais pas qu'il fait une émission philo, je dirais qu'il fait une conversation philosophique avec Comte Sponville, Patrick Bruel, Fabien Galtier, Flava Coelho. Voilà, il les emmène dans une conversation philosophique. Voilà. Et puis il fait des conférences au MK2 tous les lundis. Il y a plein de groupies qui viennent. Tout le monde me parle Charles Pépin, le MK2. Alors après, il y a Nance et Moutz. Ouais. Je sais. Pas facile de rivaliser. Donc, Nance et Moutz, donc, on s'est rencontrés il y a 2 ans, où on a fait une conférence sur la joie, qui déjà était intense. Et là, on s'est dit, bon, il faut que ce soit pire. Voilà, donc on va essayer de... Voilà. Nance et Moutz, je vais vous le montrer, ils font l'émission Nuit culottée. Je sais qu'il y a plein de fans de Nuit culottée ici, donc voilà. Bon, ce sont... Donc voilà. Non, ils ont fini à poil la dernière fois. Hein. Là, je leur ai dit, s'il vous plaît, là, exceptionnellement, ils vont rester habillés. Bon, donc Nance et Moutz, ils font cette émission je ne sais pas si on peut appeler ça une émission de télé. Hein. Voilà, vous verrez, le trailer en parle beaucoup mieux que moi. Ils font un journal que nous avons fait, dont nous avons accouché ensemble, qui s'appelle WALP, W-A-L-P, et qui raconte vraiment bien, on va dire, cette ode au vagabondage, à l'audace, à la bonté, à la gentillesse, à sortir de sa zone de confort, et puis surtout à la vie sobre, c'est-à-dire qu'ils partent à poil et vivent de grandes choses. On n'a pas besoin de grandes choses. Voilà.
Et puis voilà, et puis ce sont deux types voilà, que j'attends. Et alors vraiment, si le mot alignement entre ce qu'on fait et ce qu'on est a du sens, c'est vraiment... Alors d'habitude, on se présente, il faut que je me présente. J'ai demandé, Moutz, tu veux me présenter ou quoi? Rapide, hein, t'es pas obligé d'être... Alors vous voyez, Arnaud, c'est le genre de personne, il a à peu près 12 cerveaux dans la tête. En un, c'est quelqu'un de très généreux. Très généreux au sens où, quand il est là, il vous écoute, il est vraiment là avec vous. Quand il vous présente des gens, mais il vous présente toute la famille. Quand il vous amène pour aller développer un magazine, il vous fait rencontrer la terre entière pour trouver la bonne personne. En deux, c'est quelqu'un de sensible. Et un homme sensible de sa génération, c'est précieux. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Et en trois, c'est quelqu'un de sincère, d'authentique, avec qui je retrouve cette fraternité dans l'alignement. Merci Arnaud. Ah là 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 là! Ça commence très mal. Alors, on a un petit temps. On ne va pas juste bavarder, théoriser et ne faire que parler de gens. On va essayer de faire des petits moments. Et non, c'est moi, ils ont une petite mise en bouche, une petite intro pour nous, là. Exactement. Alors, je vous dis juste, j'ai fait un conducteur, mais au cordeau. Je me suis dit, ça c'est bien, ça c'est bien. Et on a passé une demi-heure à tout casser. Donc, je ne sais pas très très bien comment tout ça va se passer. Allez, on y va. Merci Arnaud. Alors, moi, il y a quelque chose qui m'apporte beaucoup de joie tous les ans avec les amis, Moutz, puis d'autres amis qui sont ici dans cette salle. On se rejoint au moment du réveillon et on fait un bilan. Un bilan des joies qu'on a vécues dans l'année, mais aussi des peines. Juste, on embrasse nos vies telles qu'elles sont. Donc, pour commencer cette rencontre, je vous propose qu'on fasse ce petit bilan à l'intérieur. Chacun, chacune puisse le faire. Peut-être prendre conscience aujourd'hui des belles rencontres que vous avez faites. Si ça peut vous soutenir, pour celles et ceux qui le souhaitent, vous pouvez aussi fermer les yeux pour favoriser l'attention à l'intérieur et laisser émerger ce qui n'est pas juste des informations, mais qui est de l'ordre du ressenti. Ça peut être aussi cette semaine quelque chose qui vous a bouleversé, dans la joie ou dans la peine. Laissez de la place à ça. Et prendre un instant pour sentir les contours de ces ressentis. Se laisser surprendre peut-être parce que sur le moment, vous n'avez pas eu l'espace d'accueillir. Comme on accueille un enfant sur le moment, puis on en reparle un peu après. Là, on est un peu après. Comment ça se vit à l'intérieur ? Petit à petit, avec nos ombres et nos lumières, bien installées ici, on va aussi prendre conscience qu'autour de nous, il y a des dizaines, plusieurs centaines de personnes, avec leur vie aussi, leur vie faite de joie, de peine, de célébration, de deuil, de réussite et d'épreuve. Et pour ça, on va ouvrir les yeux et se tourner sur la gauche, sur la droite. N'ayez pas peur de croiser un regard. Juste de prendre conscience de toutes ces existences. Et de se laisser savoureusement cueillir par ce lien qui se tisse de « Ah, toi aussi, je vois dans ton regard. Il y a telle couleur, il y a telle sensation. Ah, toi aussi. Ah, toi, t'as dû te marrer juste avant. Toi, tu vis quelque chose de peut-être plus difficile. » Mais de se sentir un peu plus relié en regardant autour. Voilà, nous voilà connectés. Nous sommes ensemble dans la joie et on peut commencer. Merci. Merci Flavia. Merci les amis. Charles, c'est quoi ton dernier moment de joie? Ou c'est quoi les moments de joie un peu?
Alors moi j'aime bien la joie qui est une réponse à l'adversité. J'aime bien ce moment où on n'a pas vraiment de raison d'être joyeux et on est surpris. Parfois on ne se sent même pas autorisé d'ailleurs. On a l'impression qu'on devrait... oui, un très bon exemple. Malheureusement j'étais à un enterrement très douloureux il y a 2 jours. Et puis c'était soudain, on était ensemble et ça l'a emporté sur tout ce qui menaçait la joie. Voilà. Comme s'il y avait quelque chose, comme une réaction au fond. Alors peut-être que la joie a une ramification avec l'instinct de survie d'ailleurs, d'une certaine manière. Quelle est cette façon dont l'instinct de survie se manifeste chez les animaux humains que nous sommes? Alors Charles, justement, donc il y a un petit peu de malentendu ou de confusion sur les mots. Ouais. Quelle est la différence, je dirais pas émerveillement, entre joie, bonheur, plaisir? Souvent, on confond un peu. Ouais. C'est quoi la différence? Alors, j'ai combien de temps? Non, on va faire ça... 32 secondes. On va faire ça très, très simple. Le plaisir, c'est sensuel, c'est sensible. Donc, si vous avez... On va prendre un exemple sensuel ou même sexuel. Vous avez du plaisir sexuel. Bah, on voit bien ce que c'est du plaisir et peut-être même un plaisir partagé. Quand est-ce que ça devient de la joie? Ça devient de la joie quand au cœur de ce plaisir s'élève, monte un assentiment à l'existence en général. C'est-à-dire quand on s'arrache à la dimension concrète ici et maintenant du plaisir pour en venir à approuver l'existence en général. Un autre exemple, vous prenez un verre de vin que vous aimez, bah, si vous appréciez ce vin et que vous dites il est bon, c'est du plaisir. Si vous dites ah, putain la vie est belle, ça devient de la joie. Donc en fait la joie, c'est quand au plaisir s'additionne une approbation globale de l'existence. Mais ça reste une émotion passagère, un moment de jaillissement. Le bonheur, ça n'a rien à voir avec ça. C'est un état... On confond souvent bonheur et joie. Oui, c'est pour ça que c'est intéressant de distinguer dans un premier temps. Le bonheur, lui, est un état durable de satisfaction existentielle globale. Et on pourrait dire de façon un peu plus savante, de coïncidence avec soi et avec le reste du monde. Manière de dire que le bonheur, c'est rare. Voire aujourd'hui impossible vu l'état du monde. Et précisément, c'est ce qui nous intéresse, c'est que quand le bonheur n'est pas possible, la joie se frayer un chemin. Non seulement demeure possible, mais peut-être d'autant plus nécessaire et salutaire. Maintenant, je ne peux pas m'arrêter là, parce que ce serait mentir de simplement les opposer. Car en vérité, même si le bonheur est un état durable et la joie simplement une émotion, chaque émotion de joie nous souffle que le bonheur est possible et nous rassure sur la possibilité du bonheur. Ce n'est qu'une possibilité, ce n'est qu'une promesse, souvent trahie, non tenue, mais au fond, tant qu'on a cette promesse, on n'est pas vraiment malheureux. Et toi, il y a une chose que tu aimes bien, c'est la joie qui jaillit. Tu as différents types de joie comme ça qui jaillissent, qui nous surprennent ou oui, nous déroutent. Alors, ce qu'on peut dire, t'aimes bien aller là-dessus, toi. On peut dire 2 choses importantes là-dessus. D'abord, c'est que tout le champ lexical de la joie, aussi bien chez les grands mystiques, chez les catholiques, chez les bouddhistes, c'est toujours un champ lexical du débordement. Voilà, Saint Paul, je déborde de joie, le jaillissement de la joie, on est fou de joie. Il y a toujours l'idée d'un jaillissement et aussi une métaphore plus liquide que solide. Souvent, on veut être ancré, c'est bien, mais la joie a quelque chose de fluvial, d'un jaillissement. Et après, on peut peut-être prendre 3 cas concrets pour voir ce moment où la joie jaillit. C'est qu'il y a des moments où on a une raison d'être joyeux, même petite. Par exemple, vous recevez une bonne blague, la blague de bourrin sur un WhatsApp collectif. C'est pas très drôle, mais ça vous met en joie. Et vous apercevez et que la joie est souvent en excès par rapport à ce petit déclencheur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison d'être envahi comme ça par de la joie pour une mauvaise blague, et pourtant si. Ça, c'est le premier cas. Il est presque normal parce qu'il y a un déclencheur. Deuxième cas plus intéressant, il n'y a aucun déclencheur. Et là, c'est carrément une question métaphysique. Pourquoi, alors que ma journée est pourrie, que je vais à un rendez-vous de professionnel qui fait gris et froid, et que je marche dans un état de neutralité, d'affect, pourquoi, soudain, la joie jaillit? Voilà. Ça, c'est le deuxième cas. Et le troisième cas, c'est le premier que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est on devrait vraiment être accablé. D'ailleurs, parfois, on l'est. Et puis, à un moment, la joie revient. Et moi, la question que je pose dans tout mon travail, au fond, c'est d'où vient la joie quand elle revient? Alors, je ne répondrai pas, on n'a pas le temps, mais est-ce qu'elle vient du ciel?
Est-ce qu'elle vient du corps? Est-ce qu'elle vient des autres, ainsi que votre introduction Est-ce que les l'a autres suggéré? sont un déclencheur important ou fondamental, parce qu'on est quand même souvent emporté par des joies collectives, un concert, un match de foot, je sais pas quoi, une joie collective. Est-ce que les autres, c'est... Alors c'est plus compliqué que ça. Évidemment qu'il y a une joie, comme vous l'avez dit très bien tous les deux. On est ensemble, on sent un fluide, on se regarde. Il y a une joie de relation, évidemment. Une joie communicative, notamment celle des petits-enfants, qui est très communicative. Mais ce n'est pas si simple, car il y a aussi souvent une joie secrète. C'est d'ailleurs le titre d'un très beau livre de Pascal Quignard, et une joie qui, au fond, ne se voit pas. Moi, très souvent, je reconnais un délit de sale gueule. J'ai fui des gens que je trouvais sinistres pour m'apercevoir, une fois que je les connaissais, qu'ils avaient une joie profonde qui n'était pas très visible. Et d'ailleurs, donc ça, c'est une joie secrète. Et puis aussi, il y a quelque chose d'encore plus fort et plus intéressant, c'est que parfois, la joie nous isole. Parce que je peux, dans l'adversité, être joyeux parce que j'ai cette ressource, mais autour de moi, d'autres peuvent ne pas en être capables et se sentir agressés par ma joie de vivre persévérante et persistante. Et ça, c'est aussi le sujet que je développe dans mon livre, c'est que parfois la joie est une agression pour ceux ou celles qui n'en sont pas capables. Donc c'est pas si simple en fait. Et je t'ai vu poster sur Facebook hier la couverture du livre de Clément Rosset, Force majeure. Oui, tout à fait. La joie est une force majeure. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Alors la force majeure, ça veut dire que, comme tu l'as dit dans ton introduction d'ailleurs, elle n'est pas conditionnée. Au fond, on n'a pas vraiment de raison, mais il faut savoir accueillir cette joie quand elle vient. Et donc majeure, ça veut dire qu'elle est paradoxale sublimement. C'est que tout ce qui devrait nous donner des raisons de ne pas être joyeux, notamment la perspective de la mort, dit-il. Voilà, c'est le seul remède, enfin pas remède, mais en tout cas c'est la même parade à la mort. chose. C'est la même chose qui nous rend joyeux. Dès lors qu'on est capable de dire oui à cette vie qui comporte de la nuit, de l'ombre, du négatif, alors on se sent envahi par une joie que les philosophes appellent une joie de consentement, une joie d'acquiescement. Et alors évidemment, c'est une joie d'acceptation, mais au sens fort, pas au sens de la résignation. Et vous allez voir très concrètement, dès que vous avez une situation difficile, par exemple une désillusion, une souffrance, il y a un exercice que je vous propose, une douleur, et ben vous allez vous regarder dans la glace et vous dites « c'est comme ça ». Non pas le « c'est comme ça » de la résignation et de l'aigreur, mais « c'est comme ça ». C'est vraiment une journée de merde. C'est comme ça. Et là, vous allez vous apercevoir, juste finis le raisonnement, que du simple fait de réussir à dire en face « c'est comme ça », la joie revient déjà de se sentir capable de consentir à la vie, même imparfaite. Accueillir le désespoir, parce que pour toi, l'espoir, c'est l'ennemi de la joie. Alors attention, dit comme ça, c'est... Éloigner de la joie. Dit comme ça, c'est un peu dangereux. Le chemin peut être joyeux, mais... En fait, l'espoir est important dans un monde menacé. Et donc, je ne suis pas en train de dire qu'il faut tout le temps vivre sans espoir. L'espoir fait vivre, évidemment, et l'espoir arme le bras de notre combativité. Mais, comme tu le dis, dans l'émotion de la joie, je n'ai plus besoin d'espérer. C'est-à-dire que nous avons deux ressources importantes dans la vie. Une ressource d'espoir qui va mobiliser l'action et une ressource de joie qui, elle, au sens propre, est désespérée, mais au sens noble. Car quand je suis joyeux, je n'ai pas besoin d'espérer une amélioration du monde pour réussir à me remplir de joie. Et l'espoir m'éloigne de ce qui est ici et maintenant. Alors oui, c'est ça que tu avais en tête depuis le début. Et oui, tu as raison. Dans ce moment-là, si je me remets à espérer une amélioration, ça me prend mon énergie de vie et ça la tourne vers l'avenir, que j'espère meilleur, et donc ça la détourne du présent et de l'ici et du maintenant, auquel je me retrouve moins capable de consentir. Et là, dans ce cas-là, tu as raison, l'espoir est un poison qui tue la joie. Dans ce cas seulement. Ouais. Et donc, Charles, est-ce que tout le monde est apte? Alors, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah oui, mais moi, non, eu égard à ma condition, eu égard à mon histoire, eu égard... » Est-ce que tout le monde est apte? Oui, il n'y a pas de génétique de la joie, il n'y a pas de prédisposition. Personne n'a ce chemin interdit. Toutefois, on peut apprendre quand même à se mettre en disposition d'accueillir cette émotion folle qu'est la joie. Et puisque tu m'invites sur ce terrain de la méthode, eh bien déjà, revenir au corps, je crois qu'on va en parler tout à l'heure, revenir au présent, ne pas trop se comparer
ne pas trop idéaliser, revenir au réel au fond. Au fond, la joie a toujours maille à partir avec le réel. Regardez ce qui vous met en joie, c'est toujours réel. C'est d'une poignée de main réelle, c'est de l'eau réelle, c'est du sexe réel, c'est de la nature réelle, c'est du soleil réel. Les rêves, les projets, les idéaux, les fantasmes, les espérances, c'est très bien, c'est nécessaire à l'aventure de la civilisation, mais ce n'est pas ça qui met en joie. Ce qui met en joie, c'est ce que je peux toucher et saisir ici et maintenant dans sa dimension de réalité au fond. Alors au fond, pourquoi est-ce que parfois on a autant de mal à l'assumer? Pourquoi est-ce que ça rend les autres jaloux? Pourquoi est-ce que ça les dérange? Pourquoi est-ce que la joie parasite comme ça les relations? À part ce soir. Parce que la vérité, c'est que quand vous avez une vie dure, quand tout le monde a une vie dure, avec des adversités, des obstacles, et que vous vous retrouvez dans le même lieu, sur la même place, sous le même soleil, l'un capable de se réjouir du miracle de l'existence, malgré tout, l'autre persévérant à chougner, à se plaindre et à se lamenter, effectivement, ça crée du conflit. Parce que la personne qui passe sa vie à se plaindre, elle voudrait que vous la justifiez dans son gémissement perpétuel et que vous l'accompagniez dans sa plainte. Et si vous êtes trop joyeux, vous l'agressez. Maintenant, attention, la psychologie nous demande de ne pas être joyeux tout le temps. Il y a des gens qui, à un moment, ils n'ont pas besoin de notre joie, ils ont besoin de notre compassion. Donc je dis surtout pas qu'il faut être joyeux tout le temps. Mais en revanche, autorisons-nous à la joie au moins au moment où elle surgit. Ne nous sentons pas autorisés à accueillir cette joie. Surtout que, ce qu'il faut dire aussi, c'est que si elle n'est pas une joie d'action et si elle n'est pas ce qui fait qu'on change le monde après, elle permet dans le moment où on se remplit de cette force de vie, de présence, de nous nourrir d'une force qu'on pourra après réemployer dans le projet humaniste d'amélioration du monde. Autrement dit, on ne change pas le monde avec la joie, mais la joie nous donne une force grâce à laquelle on changera le monde l'instant d'après. Parce que je vous rassure et vous inquiète en même temps, on n'est pas si souvent joyeux. Il y a plein de moments où la joie s'en va. Et donc, raison de plus pour savoir le propre de la joie l'apprendre. étant d'être quand même relativement fugitif. C'est sa beauté aussi. C'est sa beauté. Voilà, quelque chose arrive. Encore une fois, je ne sais pas d'où. Dieu, le cosmos, la musique, le corps, la relation humaine, on ne sait pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut le prendre. Voilà. Alors, je vais te filer ma place, parce que moi, je vais prendre Flavia à côté de moi. Elle va poser sa guitare. Flavia, je ne sais pas trop si j'ai envie de l'interviewer et de la prendre dans mes bras. Je vais essayer de me contenir. Je peux faire les deux. Tu peux faire les deux. Ça ne m'étonne pas. Ah, moi, c'est sans Bien, on va limite. commencer comme ça. Moi, c'est sans limite. Flavia, donc toi, tu as eu une enfance... Bon. Ah, ça commence fort, là. Ça commence fort. Non, on va commencer par ça. Non, mais, Ça non, mais commençait t'as quand dans même les eu une années enfance. 80. Tu en parles souvent. Ouais, j'en parle T'as eu une souvent. enfance J'en parle de plus en plus. Ouais. difficile, pauvre, une mère décédée très tôt. Tu racontes sur ton enfance que ton objectif, c'était survivre, trouver à manger, etc. Et donc, c'est la joie et la bonne humeur qui t'a permis d'avancer. C'est cette force de résilience. Je pense que c'est quelque chose qui est assez commun au pays, au Brésil, en tout cas là où j'ai grandi, c'est d'essayer de s'en sortir. En fait, le fait d'être en vie, ce n'est déjà un symbole de joie. C'est presque une obligation, en fait, pour nous, de s'amuser avec le peu qu'on a. Un exemple que je donne souvent sur le Brésil, c'est que nous, les Brésiliens, il suffit d'un bout de papier un peu enfermé comme ça, on fait un ballon et ça y est, on a un jeu, on a quelque chose à partager avec l'autre. Et si on a un peu faim, on va essayer de chercher une mangue un peu verte, on va la manger. C'est un peu comme la joie proche du dénuement de la Cité de la Joie. Je ne sais pas si tu as lu ce livre. Non, tu m'en avais parlé, je n'ai malheureusement pas encore lu. Je suis sur un grand roman de Daniela Ferrière, ça c'est le suivant. Quelqu'un que j'apprécie beaucoup aussi parce qu'il travaille beaucoup sur la joie. Je pense que c'est une joie vraiment interne qu'on amène un peu parce que c'est la seule manière de faire en fait. C'est et que la joie est gratuite pour l'instant. Donc au Brésil, en tout cas, c'est comme ça que je me suis formée en fait, d'essayer de changer tout le temps le focus de la situation, mais tout en étant très ancrée dans ma réalité. C'est très important ce qu'a dit Charles sur la joie et être conscient. En fait, l'idée, ce n'est pas de vivre dans le monde des bisounours, c'est de composer avec ce que le monde nous offre. Et je crois que ça a été... Faire avec ce qui est. Le fameux faire avec, comme on dit en français. Et toi, tu dis aussi, j'ai lu, l'adversité n'est pas l'ennemi de la joie. Les gens pensent que, mais c'est ta conviction.
C'est ma conviction, parce que je vais vous citer, parce que tout ce que vous avez dit, c'était très nourrissant. Lorsque vous avez parlé de la cérémonie, normalement, quand on va voir quelqu'un qui est parti et qu'on se réunit entre tous nos amis, normalement, on est là pour parler de cette personne dans un contexte plus joyeux. On finit même par faire des blagues, on finit par manger, par boire, par célébrer, alors que c'est de la douleur. Cette célébration-là, je l'ai pris très tôt. Pas seulement dans les moments de décès, de trépassement de quelqu'un, mais aussi quand on vit dans les plus grandes difficultés. Ça veut dire que quand on a faim et qu'on trouve de quoi manger, c'est un bonheur. Les choses plus simples, comme a dit Charles tout à l'heure. Parfois, entre copines, on se dit que c'est en soirée, on se dit que c'est un bonheur de trouver une toilette libre. Que je peux changer pour quelqu'un t'a vu crier dans la file, là. Quand j'arrive dans un dîner où je ne connais absolument personne, je ne sais même pas quelle de fourchette où va être un avant l'autre, qu'il y a un ami qui me dit « Flavia, par l'extérieur vers l'intérieur ». C'est un bonheur. Donc ce sont des petits moments de joie comme ça qui en effet, qui apparaissent. Ce sont ces petits miracles qu'on ne se rend compte que lorsqu'on est dans des moments d'adversité. Et je crois que c'est là les petites clés des petites joies. Alors, il y a une autre clé de la joie pour toi, c'est quand même la chanson et le public. Est-ce que tu arriveras à mettre des mots sur ce qui se passe pour toi et ce que tu as l'impression qu'il se passe pour les gens? Si je parle d'ici de l'Europe, de la France plus particulièrement, c'est que ça reste quand même un pays où les gens parfois ont peur de leur corps, ont peur de bouger, n'ont pas au même rapport comme nous, les Sud-Américains, les Latins, tout de suite les je t'aime, les grands bras, voilà, le ventilo, on aime bien tout de suite, on est d'accord quand on se voit, en tout cas moi, quand on se voit, je vous prends tout de suite. Voilà. Et ici, il y a un peu moins de ça. Donc lorsque les gens ils prennent la décision de venir me voir en concert ou un autre artiste en concert, et qu'ils se lâchent, et qu'ils dansent, et qu'ils disent des choses, qu'ils viennent voir les artistes à la fin et qui nous disent « j'adore ce que vous faites, je vous adore » et tout. Parfois, ce sont des mots qu'ils n'ont pas la force de dire auprès des gens de leur propre famille et qui se le permettent de me le dire. Donc, c'est une joie immense de voir que certaines personnes qui sont très timides dans la vie de tous les jours, le temps d'un concert, créent un rapport magnifique avec leur corps, avec leurs sentiments. Ça ne doit pas être facile d'arrêter le concert. Pourquoi arrêter? Non, mais c'est les Quand autres je vois qui m'arrêtent, l'intensité c'est de pas ce qui se moi. passe pour toi et le public, c'est dur de mettre fin, de décider de mettre fin. C'est très dur, mais ça... L'énergie est encore là. Et il y a le blues de quelques heures d'après, parce qu'on peut être tout le temps, voilà, on est entouré par des gens magnifiques, par beaucoup d'amour, et 2 heures après, on est dans une chambre d'hôtel au milieu de l'autoroute, tout seul. En effet, c'est compliqué parfois. Les Français, ils sont doués, à part quand ils vont t'écouter en concert, bien sûr, ils sont doués pour la joie ou pas? Ou c'est plutôt un peuple dépressif? C'est ici pour que... toi. Non, ce n'est pas un peuple dépressif, je ne suis pas d'accord. Il y a une certaine retenue, en effet, que je dû ça au charme. C'est plaindre aussi à charme aussi, écoutez, je finis par le comprendre. Mais je pense que, par exemple, j'ai appris des phrases comme celles, des phrases telles comme vivons heureux, vivons cachés, montre pas trop ta joie, trop de joie, ça fait bête. Ça, ce sont des choses que j'ai entendues ici en France. Donc même, par exemple, j'ai des copains qui sont un peu littéraires et tout ça, ils me disent, Flavia, ne lis pas trop parce que ça va gâcher ta joie. Parce qu'il paraît que quand on lit beaucoup, on devient quelqu'un de triste. Parce qu'on se rend compte comme il est le monde. Alors que pour moi, c'est ma plus grande joie, c'est à partir du moment où je peux vraiment commencer à lire en français et comprendre tout ce qu'il y avait derrière les mots, et les mots M-A-U-X qu'il y avait derrière ces mots-là. Et toi, pour rester dans les clichés, les caricatures, est-ce que tu penses que les Brésiliens, ou en tout cas le Brésil, c'est un pays, c'est un contexte qui est favorable à la joie? C'est en tout cas l'image qu'on en a. Oui, on est favorable à la joie parce qu'en effet, comme je te dis, j'ai dit souvent cette phrase, au Brésil, on s'est réjoui avec un morceau de mangue, avec un verre d'eau, voilà, on est content avec très peu. Mais nous avons aussi, en pratiquant avec rigueur aussi le sport de se plaindre, de critiquer et tout. Mais ça, ce sont vraiment des héritages qui nous ont été laissés par le colonisateur. Ça veut dire que c'est vraiment quelque chose lié avec notre histoire de vie des Brésiliens. On se critique beaucoup les uns
envers les autres. Nous n'avons pas le compliment facile. Et c'était quelque chose, oui, nous n'avons pas ça au Brésil. Ça donne l'impression que nous sommes comme ça, mais pas du tout. On est un peu en surface, finalement. Il est vraiment en surface. La preuve, c'est que quand je suis arrivée en France et que je me croyais, oui, la brésilienne qui connaît le monde, etc., et que je disais tout de suite à un copain, ah, mais je crois que ce pantalon, ça ne te va pas du tout. Oh là! J'ai compris qu'il fallait que je prenne un peu plus de pincettes pour pouvoir parler à certains amis ici. Et c'est ça, c'est parce qu'au Brésil, nous avons ce franc-parler qui est vraiment très direct et qui, ici, peut être vu comme quelque chose de pas très joyeuse, quoi. Quand j'ai dit à Charles, tu sais, il y aura Flavia, il m'a fait « Ah, la jinga !» La jinga. C'est quoi la jinga? Peut-être tu as envie de montrer ce que c'est que la jinga. Je te montre la jinga? Ah, elle va nous montrer. Allez. Sans la musique, parce que je veux vous dire, la jinga avec la musique, ça marche. Montre-nous ce que c'est que la jinga. La jinga sans la musique ou avec? Comme tu veux. Ah ouais? Non, l'idée de la jinga. Ah, l'idée de la jinga. Oui. Oh, pardon, t'as vu, je suis brésilien, je vais danser. Parce que la jinga, il y a la capoeira, et puis il y a aussi quelque chose qui a un rapport avec le corps, avec il y la a tout. joie. En fait, la jinga, c'est une manière d'être. Au Brésil, quand on dit de quelqu'un que tu as de la jinga, ça veut dire que tu sais bouger les lignes. Ça veut dire que voilà, tu te débrouilles avec ce que tu as, quoi, avec le moment présent. La jinga, bien sûr, il y a un rapport avec la capoeira, parce que c'est un des mouvements de la capoeira, qui est, à la fin, la capoeira, c'est une lutte cachée en forme de danse que les esclaves ont créée à l'époque pour pouvoir se protéger et pouvoir se battre. Et c'est un petit peu ça, la jinga. C'est une espèce de lutte cachée par la danse, quoi. Et alors, peut-être pour faire le lien aussi avec ici, l'Université de la Terre, où il y a tellement d'enjeux, tellement de gens mobilisés sur beaucoup, beaucoup de sujets. Toi, tu te dis, c'était l'époque Bolsonaro, hein, mais toi, tu dis, la joie, c'est un acte politique. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Et en quoi ça peut faire un lien, peut-être, avec l'Université de la Terre et l'écologie et le combat écologique aujourd'hui? Parce que tout simplement, quand l'extrême droite est arrivée à mon pays avec cette violence, ces discours de minotaures que j'appelle, de ces espèces de dictateurs un peu sud-américains qui essaient de reprendre le pouvoir, leur idée de base, c'était vraiment de nous descendre notre morale, d'instaurer une espèce de morosité, quoi, dans le pays, et justement continuer de faire de la musique, continuer d'écrire, continuer de s'exprimer par la culture, c'est notre combat, parce que c'est tout ce qu'ils détestent. Les minotaures de ces gens, ils n'aiment pas la culture, ils sont anti-culture, ils sont anti tout ce qui peut représenter le peuple dans ses couleurs et sa diversité. Donc, je trouve que dans tous les pays où on se bat encore pour la culture, où il y a un ministère de la culture, parce que pour moi c'est ça qui est très important, c'est le symbole même de la personne du ministère qui donne, voilà, la parole aux étrangers. Voilà. À partir du moment où il y a un pays qui a un ministère de la culture, qui a une secrétariat de la culture, qui a des gens qui essayent de faire des choses pour que les artistes puissent continuer à rayonner et que d'autres aient accès à tout ça, c'est une manière de combattre. Dans ton émission avec Charles de cet été, qui est un podcast que vraiment je vous invite à écouter cette heure-là, c'est très très chouette, à un moment tu parles de ton parcours de thérapie. Est-ce que pour toi la thérapie, je pose la question à Charles aussi, c'est quelque chose qui permet de libérer la joie? Ça dépend des thérapies, hein, mais est-ce qu'un travail personnel, ça permet de libérer la joie? Moi, je suis très adepte à toutes sortes de thérapies. Pour moi, la thérapie, à l'occurrence pour moi, c'est la psychanalyse. C'est comme se laver les cheveux. C'est quelque chose que, pour moi, c'était nécessaire, vu du parcours que j'ai eu de toute ma vie. Et même si j'avais eu un parcours complètement différent de celui-là, je pense que quand même, je l'ai la solliciter. Parce que je pense qu'il y a toujours des choses à arranger et que le but de cette vie, d'être là, sur place, ce n'est pas qu'être qui est spectateur, c'est d'être acteur direct de sa propre vie pour pouvoir s'ouvrir à l'autre. Je pense que c'est très important qu'on soit bien dans nos têtes, dans notre esprit, pour être plus bienveillant. Parce qu'à la fin, tout part de nous, en fait. Et si on n'est pas bien, comment on peut aller vers l'autre? Charles? Oui, juste un mot sur la relation très intéressante que tu poses entre la joie et la thérapie. Alors, il y a plein de types de thérapie, mais vas-y. On ne va pas rentrer dans le détail, mais juste ce qu'on peut peut-être dire quand même, c'est que ce qui compte, c'est de savoir le bonheur possible. Or, on l'a vu tout à l'heure, c'est une des définitions de l'émotion de la joie. Voilà, elle rappelle que le bonheur est possible. Et finalement, quand on est en dépression, c'est pas qu'on est malheureux, c'est qu'on est malheureux et on ne pense plus possible le retour du bonheur. Du coup, le bonheur,
c'est simplement de penser que le bonheur est possible. Et à mon avis, c'est quand même le but d'une thérapie. Et c'est aussi ce que nous rappelle la joie. Merci. Je ne vais pas les présenter, on va se faire une petite gâterie, on va regarder le trailer de l'émission Nuit culottée pour les rares ici qui ne connaissaient pas cette émission. En plus, c'est le même trailer qu'ils ont depuis 10 ans. Hein. Il marche toujours. On y va ? Bonjour madame, est-ce que vous auriez un vieux vélo ou un bout de pain ou n'importe quoi à manger? Mais il est magnifique ce vélo! Avec Nuit culottée, vous rentrez dans le monde de la science-fiction. On est tout nus, on n'a pas d'équipe technique, on n'a pas d'argent. On a 3 caméras. Une là, Une là, et une là-bas. Et on a un rêve, c'est d'aller en Grande-Bretagne boire un thé avec un lord. d'aller trouver une oasis au cœur du désert marocain. Faire de la montgolfière dans les volcans d'Auvergne. Bon allez maintenant, trouver un abri, faire du feu. J'ai envie de feu là. En fait, il suffit de bien t'isoler avec 1,50 m de paille. C'est ça. Et tu dors nickel. Bon, on vient de se faire arrêter par les gendarmes là. Et en fait, on était en règle. Ça y est, on rejoint la civilisation. Mon Dieu, Marilyn, ils sont partis tous. Ouais, ils sont partis, ça rien dit. Il fait bon tout de suite quand on s'habille. Hein. En échange, on a un mini baluchon. C'est gentil, merci. Là, j'ai la méga dalle. Bon, il faut trouver un restaurant dans lequel on peut faire la plonge. Ok, j'aurai du boulot pour vous. Salut, on va en direction de Calvi. Est-ce que ce serait ta route à tout hasard? Vous êtes pilote de rallye? Comment vous savez ça? Ça te dirait de venir. Elle est partie, les gars. En route, Moussaillon! Ah, vous êtes barrés, les gars, vous êtes complètement barrés. Houston, on n'a aucun problème là. Et nous, on a un petit cadeau quand même pour vous. Bon, c'est symbolique, hein, c'est le soleil. J'appelle ça des ancrages, je le garde précieusement. Est-ce que ça vous dirait de venir avec nous? Alors nous, en échange, on a un petit cadeau pour toi. Une cuillère pour papé. C'est la relation humaine qu'on a envie de rétablir bien. De pas rester sur des relations artificielles avec les gens que tu croises aussi, de voir un peu ce qu'ils pensent et tout. On est tombé dans un guet-apens, c'est la maison du bonheur. C'est vraiment des moments très forts en convivialité. Ça danse, ça chante. C'est des moments qui nous nourrissent beaucoup. Je dois faire ça, là. Ça, cette caméra, elle te filme, et celle-là, elle me filme. Ouais. À votre voyage. On pique-nique ici? Oups, la caméra. Bon, bah... Donc finalement, la joie, c'est de votre outil de travail. Et un champ de bataille aussi parfois, hein. Parce que c'est pas Non, toujours mais gagné. comment est-ce s'inscrit, comment est-ce qu'elle est fondamentale et au cœur de Nuit culottée? Ben, je crois que la joie dans Nuit culottée, on la rend nécessaire en fait. Parce que quand on part sans argent, sans vêtements, on est dans cette vulnérabilité. Puis là, on nous voit sourire, mais on nous voit pas pleurer. Quand on a froid, quand on a faim, quand on a mal aux pieds, la seule chose qui nous reste, c'est la joie. C'est vrai que c'est un moteur qu'on a redécouvert dans nos voyages. Quand la toute première fois,
après s'être parlé au téléphone et on s'est chauffé entre nous, on s'est dit « Ah, ça te dit on fait un voyage, ok, mais sans argent, ok, mais dans ce cas-là sans sac à dos, ok, sans sac de couche, concours de testostérone classique entre deux mecs. À un moment donné, j'ai lâché, pour espérer faire un all-in, j'ai lâché un « Non mais on part sans vêtements ». Et ce genre de mec, c'est un genre de mec qui dit « Ok ». Je raccroche le téléphone, on avait pris rendez-vous 1 mois plus tard. Et juste pour me rassurer quand même, j'ai parlé à mes parents quoi, pour leur demander leur avis. Parce qu'eux venaient de me payer 5 ans d'études d'ingénieur, quoi, donc ils avaient des ambitions. Et quand je dis à ma mère, voilà, j'ai un nouveau projet, je veux partir à poil et sans argent pour aller réaliser des rêves. Là, elle me répond, chaton, qu'est-ce que j'ai loupé dans ton éducation? Une pensée pour elle, merci. Donc quand on est parti comme ça, on s'est retrouvés tout nus, sans vêtements, on a filé nos caleçons à un copain qui nous avait déposé là en disant « Mais les gars, vous savez, à un moment donné, vous pouvez lâcher aussi, hein, c'est ok de ne pas le faire. » On s'est mis tout nus, et là, naturellement, il y a eu un enthousiasme, une légèreté qui nous a pris, mais vraiment, c'était pas prémédité. On s'est retrouvés comme deux gamins dans la forêt à se dire bon, ok, c'est comme ça. Comment on fait maintenant? On s'habille. Excuse-moi, mais là on fait l'économie d'un moment. C'est pas honnête de pas nommer. C'est les quelques secondes avant cette légèreté. Le moment où le cerveau s'active et réalise ce qu'il est en train de faire. Attends, on va se mettre à poil là. On est en octobre, non là ça va, on était au mois de juin. On va se mettre à poil, on connaît personne. On regarde l'ordinateur, le premier Emmaüs, il est à 30 km. Donc on s'imagine en train de ramper sur 30 km pour aller essayer de trouver des vêtements. Et donc là, les peurs s'activent énormément et les peurs viennent tendre tout le corps. Et à ce moment-là, on se rend compte que l'expérience qu'on s'apprête à vivre, ce grand saut dans l'inconnu, qui finalement est une très belle allégorie de tous les grands sauts dans l'inconnu qu'on fait dans nos vies, hein, que ce soit avant un mariage, un nouvel emploi, un divorce, un enfant. Voilà, nous, c'était littéralement se jeter à l'eau tout nu dans la Drôme. Mais la peur était là. Et au moment où on décide de mettre le mental sur le porte-mental, parce qu'on réalise que cet outil n'est pas adapté pour l'expérience qu'on s'apprête à vivre, au moment où on se met à poil, là, il y a cette intensité de la peur qui se transforme. Notamment parce qu'on est deux. C'est le premier endroit où la relation est un terreau qui est effectivement, dans notre cas, énormément favorisé cette joie. Et là, ok, on est à poil, ok, on est dans une rivière, et ok, on s'est donné comme objectif d'aller jusqu'à Paris en décapotable rouge, en costard, et de sortir en boîte de nuit. Et on s'est donné 5 jours. Et avec nous, ils sont tout seuls, il n'y a pas d'équipe, il n'y a rien. Il n'y a pas du tout d'idée d'émission de télé. On veut faire un voyage, on veut filmer ce truc-là pour le délire. On veut filmer parce qu'à l'époque, on veut illustrer un livre qu'on est en train d'écrire sur comment voyager mieux avec moins. Et donc on se dit, si on fait un voyage, on part de rien pour aller réaliser un rêve, on passera par toutes les étapes pour voyager mieux avec moins. Donc avec nous, on a un petit sac étanche dans lequel on a mis un téléphone pour rassurer ma mère. On a mis un couteau pour honorer l'adage, partir avec son couteau. Et on a mis un appareil photo pour prendre quelques images. Et là, c'est à ce moment-là où la joie est venue nous cueillir. C'est que comme il fallait qu'on s'habille, ben le moindre... Attends, c'est quoi ça? Oh, un bout de bâche. Attends. Mais quoi tu vas t'habiller, la moute? Oh, il y a un bout de bâche. Ah, mais il me fait pile la taille. Ah, puis là, regarde, il y a des planchettes. Mais attends, on va faire un trou dedans. Eh, ça fait des tongs. Pop, pop, je suis habillé. Et là, naturellement, c'est plus nous qui allions chercher la joie, c'est la joie qui nous a prises. Et là, on s'est mis à surfer. Et alors vous avez des trucs pour accélérer un peu la joie, déclencher la relation et faites qu'enfin, à 23h, les gens vous ouvrent. Ouais, on a des techniques. La technique du mot qu'il faut placer, alors, vous avez différentes techniques quand même pour. Moi, ma meilleure technique, c'est que j'ai mon pote qui est juste un nid à idées farfelues, plus loufoques les unes que les autres, comme tiens, il est 23h, il pleut, c'est vraiment relou, ça fait 3 heures qu'on cherche l'hébergement. Et si on rendait la tâche encore un peu plus compliquée en faisant un jeu qui consiste à, par exemple, on pourrait, tiens, je te donne un mot, il faut que tu places carotte dans ta demande d'hébergement. Sachant que si on ne réussit pas la demande d'hébergement, on dort dehors.
Et du coup, on arrive à caler carotte, on arrive à caler caniveau, on arrive à caler soutien-gorge, hippocampe. Et du coup, on passe au niveau supérieur de passer des interjections dans les demandes. Notamment, Moots devait poser... Et du coup, il y a ce moment où tu vas toquer, tu te dis non mais là faut que je cale. C'est ça? Et donc là je vois mon Moots qui arrive comme ça, qui toque à la porte. Il fait oui bonjour. Alors c'est pas facile, hein, on demande l'hébergement chez l'habitant, mais de refus en refus, au bout d'un moment c'est... Mais ces moments-là, c'est un carburant mais nécessaire pour nourrir la foi. En fait le jeu, je m'en rends compte, le jeu, pour nous c'est le meilleur ami de la joie. Ouais. T'as envie de dire quelque chose. Plein de trucs. Mais Oui, t'as le droit à une. Alors, un seul truc, c'est que j'ai l'impression que c'est une définition de l'existence poétique. C'est-à-dire que la poésie, c'est quand on change de regard. Et donc, voilà, de découvrir qu'un bout de bois, c'est une tongue, qu'un bout de plastique, c'est un short. C'est un changement du regard. Et du coup, on n'est plus en train de, comme tu l'as très bien dit, on n'est plus en train de chercher la joie. Il suffit d'ouvrir les yeux. Et en fait, tout est là. C'est aussi ça que votre démarche, elle dit. C'est qu'au fond, tout est déjà là. Et quand je me déshabille, quand je me désencombre, quand je me débarrasse de tout ce qui entrave, bah, je suis dans un rapport nu, c'est-à-dire direct avec la vie, quoi. Et la vie, peut-être d'ailleurs, peut-être que la vie, c'est la joie, au sens où la vie est miraculeuse, où elle aurait pu ne pas être. Et que peut-être il faut s'en souvenir. Je rebondis sur ce que tu nommes, se débarrasser. Donc nous, on a fait ce chemin de se débarrasser de ce qui nous amenait du contrôle, donc l'argent, les vêtements, pour aller dans nos aventures. Dans ce tout premier voyage dont on parlait tout à l'heure, bien avant qu'une quelconque émission de télé jaillisse dans notre esprit, on voulait donc arriver à Paris en décapotable rouge, en boîte de nuit, etc. On a fait un voyage qui nous a amené à faire de l'avion stop, de l'hélicoptère stop, on s'est planté d'autoroute, on a dormi dans des toilettes de station-service. On est arrivé à Paris, enfin, au bout de 5 jours. Moi, j'étais crevé, j'étais lessivé. On était au pied de la Tour Eiffel, on était comme à 2 doigts de notre rêve et il n'y a pas beaucoup de décapotables rouges à Paris. Et la seule qu'on croise à un moment donné, le mec nous balaye du revers de la main en disant « Non mais les gars, c'est quoi votre délire? Ciao !» J'étais désespéré, me dire « Ah purée, on y était presque à pouvoir vivre ce truc. » Et à ce moment-là, j'entends Nance qui crie « Man, viens voir !» J'ai quoi? À cette époque, donc c'était il y a une quinzaine d'années, il y avait des taxis tuk-tuk. Il y en avait un vert, un bleu, un jaune et un rouge. Et il était décapotable. Et là, ce que Nance m'a enseigné ce jour-là, c'est que moi, je cherchais un cabriolet. Je cherchais pas une décapotable. Et le fait de revenir à combien on se conditionne nous-mêmes à non, mais ce que je cherche, ça doit ressembler à ça et à pas penser out of the box. Ben, forcément, moi, ça me laissait dans une certaine pénurie, là où Nance a su voir la ressource ce jour-là. Donc ça soulève notre responsabilité en tant que chercheur de joie à tous les moments où on passe à côté, peut-être parce qu'on cherche une certaine forme, mais qu'en ouvrant un petit peu plus, ben là, on peut se faire surprendre. Et juste une remarque, parce que c'est trop tentant. Il y a peut-être des gens dans la salle qui cherchent l'amour et ne le trouvent pas, parce qu'ils font cette erreur d'avoir des critères trop précis. Et de ne pas être capable de voir... C'est le problème des sites de rencontres. Ouais. Tu vois, c'est dans le contrôle de et dans les cases. être capable de voir qu'il y a des choses qui ne correspondent pas aux critères et qui finalement nous tendent les bras, nous tendent la main, quoi. Voilà. Alors, c'est intéressant parce qu'on s'est mis à parler de la joie et assez vite, vous m'avez parlé de la compagne de la joie, c'est la vulnérabilité. Ça, c'est quelque chose qu'on a découvert, c'était pas du tout intentionnel dans notre manière de partir voyager. Nous, c'était un délire dont on part sans rien et on voit quelle est la réponse de la vie. À force d'enchaîner ces expériences, 1, puis 5, puis 10, puis 20, puis 30, et à force d'en parler comme dans un moment comme cet après-midi, on a réalisé que ce qu'on avait fait sans l'avoir prémédité, c'était de dire oui à notre vulnérabilité de manière choisie. On n'a pas perdu un pari, personne ne nous a forcé à faire ça, on l'a choisi. Et de faire cette démarche où quand on allait à la rencontre des gens et qu'ils nous disaient « Mais les gars, mais vous n'avez pas de vêtements ?» Ben non. Et vous savez où vous dormez ce soir? Ben non. Et le fait de rayonner quelque chose de relativement apaisé, je dis relativement parce que c'est pas toujours très heureux d'être dans ces situations, il y a des moments où c'est très inconfortable, mais le fait d'une certaine manière d'épouser cette vulnérabilité-là, ben là il y a ce côté, ben c'est comme ça. Notre vie, là, aujourd'hui, elle ressemble à ça. Et là, pareil, ça ouvre des possibles qu'on ne pouvait pas imaginer avant de le faire.
Et notamment le rapport au sentiment d'être profondément vivant. Parce que l'inconfort, par exemple, du froid ou la douleur sous les pieds, je pense souvent ça, parce que moi je suis sensible à ça, sur marcher pieds nus sur des cailloux pendant des kilomètres, c'est très pénible. Ça fait mal, c'est inconfortable, et en même temps, ça réveille ce sentiment d'être profondément vivant. Et il n'y a pas le choix, quoi. Quand on dort dans une grange en plein hiver, le chauffage qu'on n'a pas à l'extérieur, il faut le trouver à l'intérieur, ou avec 1,50 m de paille, mais aussi à l'intérieur. Et donc, en fait, c'est ce qu'on a découvert, c'est que ce confort qu'on cherche inconsciemment, on est nombreux à chercher, quoi, du confort, quand on se met à poil et qu'on renonce à ce confort, on gagne aussi quelque chose que le confort nous enlève, c'est ce sentiment d'être profondément vivant. Et ça va jusqu'au moment où on a très faim dans la nature parce qu'on a passé 24 heures sans manger, qu'il a fait froid, etc. Qu'on marche dans un champ et qu'on tombe sur un pommier. Mais cette pomme qu'on cueille, cette pomme, c'est un festin. Tout est décuplé. Les sensations, le sucre, l'odeur de la pomme, la saveur, c'est extraordinaire. Et ça, c'est source d'une joie immense. Vous me disiez, la joie, enfin, pour pouvoir la ressentir ou l'exprimer, c'est indissociable de la sécurité affective. Vous m'avez raconté, notamment, peut-être ça touchera Flavia, l'histoire de Monica, qui a réussi à chanter. Finalement. Dans notre dernier voyage d'ailleurs, qui n'a pas encore été diffusé, donc là c'est un peu scoop. Diffusé quand c'est l'été. Ce sera diffusé dans les semaines à venir, on n'a pas les dates. Bientôt sur France 2, en fait. Ils sont en prime time sur France Télé. Et donc du coup, dans ce voyage, on a fait la rencontre d'une personne, une femme, la cinquantaine, qui très rapidement est venue à nous parler des douleurs qui lui cisaille le corps depuis des années, des expériences douloureuses qui sont à la source de ces sensations, notamment beaucoup de violence, beaucoup de viols, vraiment c'est juste inhumain ce qu'elle a vécu, malheureusement, dans plein de cercles de sa vie depuis des années. Et il se trouve que le vagabond qu'on est dans ces moments-là, il n'a pas d'argent mais il est millionnaire en temps. Donc on l'a écouté, 1 heure, 2 heures, 3 heures. Et ça a duré toute la soirée. Et au bout de 7 heures de discussion, on s'est couché, je crois qu'il était 5 heures du matin. Elle nous a offert une chambre d'hôtel. Et on s'est quitté comme ça. Et le lendemain, quand on l'a retrouvée, elle nous a demandé si elle pouvait danser et chanter. Donc elle a chanté comme ça. Et on lui a demandé, ça faisait combien de temps qu'elle n'avait pas chanté. Ça faisait 25 ans qu'elle n'avait pas chanté. Alors qu'à la base, elle était chanteuse, artiste, tout ça. Et on lui a demandé, mais qu'est-ce qui fait qu'elle chantait là? Et en fait, elle nous dit, je suis allé voir des thérapeutes, j'ai fait des psychanalyses ou des psychiatres. Elle disait, jamais j'ai pu avoir juste un espace pour me déposer. Et que le fait d'accueillir toute cette souffrance semblait, dans ces mots, réveiller énormément de joie. Et donc elle nous a rejoints à la fin de ce voyage. Le voyage, c'était de monter dans une montgolfière et organiser un concert dans les airs. Donc elle nous a rejoints pour ce grand moment de joie ensemble. C'est ce qu'on a découvert dans Nu et culotté, c'est que dans un monde d'opulence matérielle, on a pu mesurer combien il y a une certaine misère affective, relationnelle, y compris chez les plus privilégiés d'entre nous. Parce que dans les films, vous rencontrez des gens souvent qui vous livrent des situations terribles. L'impression est joyeuse, mais le contenu est assez lourd. On ne compte plus le nombre de personnes qui nous ont dit « mais ça, je vous dis ça, mais mes enfants ne sont pas au courant, ma femme, mon mari, j'en ai jamais parlé ». Non pas que c'était secret ou tabou, mais juste que l'espace ne s'est pas trouvé. Et c'est en ça que les gens qui prennent à un moment donné cette casquette d'être vagabond ou vagabonde ne se rendent pas forcément compte du pouvoir sociétal énorme qui peut être mis en œuvre juste à écouter les autres. Je sais qu'il y a des soignants, des soignantes dans la salle, des gens qui sont dans l'univers du soin de manière générale, qui sont à l'écoute, même dans les structures sociales. Vous avez goûté à ça. Vous savez combien, des fois, la seule chose qui est véritablement à faire, c'est ouvrir un espace pour pouvoir se déposer et se raconter. Et le job du vagabond, de la vagabonde, on pourrait le résumer comme ça, c'est de rencontrer des gens et dire « Comment ça va ? Mais vraiment, comment ça va ? Vous avez 2 heures. » En fait, c'est
c'est juste l'aventure d'une disponibilité. C'est-à-dire que vous vous êtes, par cette aventure, rendu disponible à plein d'aventures. Et ce qui est quand même complètement fou, c'est de penser que cette femme qui s'est remise à chanter, peut-être, ce qui a, entre guillemets, suffi à la débloquer, c'est que deux personnes soient disponibles pour l'écouter vraiment. Et c'est ça dont on manque. Et d'ailleurs, c'est la disponibilité à l'inattendu en plus. Parce que parfois, on veut se rendre disponible, mais c'est cadré. Et même parfois, la séance de thérapie, on sait ce qu'on veut et on sait quand c'est. Donc finalement, c'est une disponibilité sous contrainte. Et la vraie disponibilité, c'est de se rendre disponible à on ne sait pas quoi, en fait. Et c'est ça, votre voyage. Au fond, ça dit ça. Et d'ailleurs, est-ce qu'on pourrait vivre l'expérience ici de cette disponibilité vagabonde? Vas-y. Carrément. Est-ce que ça vous dit de faire une expérience? Genre, on va se transformer en... On va transformer cette salle en un grand vagabondage. Ça vous dit? Il y a eu un tout petit bout d'enthousiasme là-bas, ça faisait comment? Ouais! Ah là! Ok! Alors, on vous invite à faire des binômes ou des trinômes. Essayez de ne laisser personne seul, à moins qu'une personne ne souhaite pas participer, évidemment. Mais essayez de vous rassembler par binôme ou trinôme. Juste vous tourner à droite ou à gauche pour vous mettre avec quelqu'un. Ça peut être avec votre mère, comme avec un inconnu. Voilà. Installez-vous. Ok. Est-ce qu'on peut avoir votre attention, s'il vous plaît? On va demander votre attention, s'il vous plaît. On a des consignes à vous partager. Ça va être très simple. On va vous laisser 3 minutes pour répondre à une question. Cette question, vous allez choisir qui est-ce qui la pose en premier, pas d'inquiétude, après on va inverser. Si jamais vous êtes 3, au lieu de prendre 3 minutes, vous prenez 2 minutes. On vous fera signe. Donc la question c'est, partage-moi un moment de joie qui a compté pour toi, aujourd'hui, ces derniers jours, ces dernières semaines. Et quand vous le partagez, je vous invite à presque le convoquer physiquement, sensoriellement. Racontez-le avec votre corps. Et donc, la personne qui écoute va écouter en silence pendant 3 minutes. Au bout de 3 minutes, ou de 2 minutes pour les trinômes, on fera signe. Et la personne qui a écouté va restituer ce qu'elle a entendu, en essayant de transformer le moins possible le propos. En quelques phrases, voilà ce que j'ai entendu de toi, comme si vous vous glissiez dans les chaussures de l'autre. Ça veut dire que pendant que vous écoutez, vous ouvrez les antennes, vous ouvrez les oreilles, vous ouvrez le cœur, vous ouvrez votre curiosité pour essayer de tout capter du monde de l'autre, comme si c'était un pays à découvrir, un pays à explorer que vous ne connaissez pas. Et quand vous restituez la saveur de ce pays, essayez d'être le plus fidèle possible. Comme un cadeau que vous faites à l'autre. Voilà ce que j'ai découvert dans ton pays. S'il vous plaît, pas de jugement bien sûr, pas d'interprétation, pas d'analyse, pas de diagnostic. Oui, tu m'as raconté ça, je pense que c'est le rapport à la mer qui... Non. C'est de la restitution, de la ce que j'ai reformulation. entendu. C'est très important. La personne va vous confier quelque chose de sacré. Ça, c'est en lien avec nos joies. Donc on va respecter ça. Et on va le restituer. C'est OK ? Et si jamais la personne ne met pas 3 minutes à nommer une joie, savourez le silence. Et peut-être l'inconfort qui va avec. Mais laissez-vous surprendre, parce qu'il peut y avoir un deuxième relent derrière de « Ah bah attends, je voulais aussi dire ça !» Vous vous êtes constitués en binôme, trinôme, c'est bon ? Ok. Alors choisissez la première personne qui parle. Et la personne qui écoute pose la question « Partage-moi ta joie d'aujourd'hui, d'hier, de ces derniers jours. » Partager, oh oh. Tu es ce pays inconnu. T'es mon pays inconnu. Raconte-moi
raconte tout. Tu es mon pays, mon amour. Raconte-moi, dis-moi qui tu es. Montre-moi qui tu es. Qui es-tu? Où vas-tu? C'est toi mon pays, c'est toi mon pays, c'est toi mon pays. J'ai envie de tout te dire. Comment tu t'appelles? Comment tu t'en vas? Comment tu t'appelles? Est-ce que tu habites là? Raconte-moi ton secret. Viens me visiter. Wow, yeah. Wow, yeah. Wow, je suis libérée. Wow, je suis libérée. Raconte-moi ton secret. Dis-moi ton secret. Fais voir ton pays, mon pays, c'est si beau. Fais voir, c'est ma vie et ta vie, c'est si belle. Wayo, waye, wayo, waye. Say oh, oh. Ça fait 2 minutes. Yeah, yeah. La da da da. Say whoa, whoa. Yeah, yeah. La da da da. Conta pra mim, eu conto pra ti. Qual o seu segredo? Quero lhe contar. Say whoa. Yeah, yeah, yeah. La da da da. Excusez-moi. S'il vous Excusez-moi, plaît, s'il vous plaît. stop. Je Terminez vous votre demande phrase. de vous arrêter. Ça fait 3 minutes. Alors, il est temps de restituer ce que la personne qui vient d'écouter a entendu. Je vous laisse 1 minute, donc essayez d'être synthétique, encore une fois, au plus proche de ce que vous avez entendu. Je vous laisse 1 minute et on se donne rendez-vous dans 1 minute pour changer. La personne qui a écouté va s'exprimer. Merci. Je vous laisse terminer votre phrase. Je vous laisse terminer votre phrase. Merci beaucoup. Maintenant, on va inverser. La personne qui a parlé, cette fois-ci, va écouter. Et elle va commencer en posant la question « Partage-moi une joie, s'il te plaît, que tu as vécue aujourd'hui, hier, dans les derniers jours, aux dernières semaines, quelque chose que tu as envie de me partager. » La personne qui parle, encore une fois, va l'exprimer avec tout son corps, sensoriellement, en essayant de reconvoquer le souvenir comme si c'était aujourd'hui, comme si c'était maintenant. 3 minutes, et je vous donne rendez-vous pendant 3 minutes pour que vous puissiez entendre l'écho de votre joie chez l'autre. C'est parti. Mon lit était très bon cette nuit. Ouais, la joie dans l'incertitude. J'ai bien dormi
très bien dormi. Une douche chaude sous ma peau. Une baguette chaude avec du beurre. Je partageais avec les gens que j'aime. J'ai partagé un bon café. Avec les gens que j'aime, j'ai partagé un bon café. Et mercredi dernier, j'ai vécu tant de joie, tant de joie, tant de joie. Oh, oh, yeah. Oh, 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 yeah, yeah, yeah. La 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 la. Oh, oh, yeah, yeah, yeah. La 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 la. Oh, oh, yeah, yeah, yeah. La 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 la. Ce matin, c'était tellement beau devant ma fenêtre. Il y avait du soleil, il y avait du soleil. J'ai bu mon café, regardons le soleil. Soleil, say wow, yeah, yeah, yo, yeah, la 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 la, say wow, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. La 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 la. Faut partager ton soleil avec moi. Waouh, la connexion. Trop bien. Merci beaucoup. On va revenir au silence, s'il vous plaît. Et une nouvelle fois, pour la dernière fois, donc la personne qui vient d'écouter va restituer ce qu'elle a entendu. Voilà, comme si vous aviez reçu un trésor, un diamant, et vous le restituez le plus fidèlement possible. C'est parti, pendant 1 minute. C'est toi mon trésor, fais voir ton cadeau. C'est toi mon trésor, donne-moi ton cadeau. C'est toi mon trésor. C'est toi mon cadeau de cet après-midi. Montre-moi ton trésor. C'est toi mon cadeau cet après-midi. C'est toi mon trésor. C'est toi mon trésor. Je bois tes mots. Je bois tes mots, yeah, yeah. Je bois tes mots. S'il vous plaît. Attends. Revenez à nous. Revenez à vous. J'ai discuté avec Je mon vous invite à instrument, lever c'est la pas main mal. quand vous avez terminé. Levez la main quand vous avez terminé. Je peux aller avec ma guitare, ça compte. Est-ce que tout le monde a terminé? Je parle qu'avec Vous pouvez elle, changer les numéros si vous voulez. la seule qui m'écoute. Ah, ça va? Merci. Deux. Allez. Est-ce qu'il y a une ou deux personnes qui ont envie de dire, mais vraiment, quelques secondes, qu'est-ce qui s'est passé pour lui ou elle? Alors bien sûr pas dans ce qui a été Vanessa, partagé, Vanessa. mais dans qu'est-ce que ça vous a fait vivre. Voilà. Vanessa, là. Qui? Ah. En plus, c'est un garçon qui va partager sur la joie. Le monde change. Un garçon barbu.
Et si je peux en être un peu l'acteur de ce Est-ce que changement. tu veux bien te lever? Ouais. Merci. Si je peux être un peu cet acteur du changement, c'est avec plaisir. J'ai ressenti beaucoup de choses. Ça m'a donné envie d'avoir beaucoup plus de discussions profondes avec quelqu'un que je connais en l'occurrence, mais aussi avec des gens que je ne connais pas. D'arriver à me questionner, à partager des choses, plus que la pluie et le beau temps, qui sont intéressants, mais qui manquent des fois un peu de sens. Est-ce que ça t'a mis en énergie? Ça m'a mis en énergie. J'ai eu envie de parler pendant des heures et ça m'a rappelé des moments de joie. C'est absolument, ouais. Cool, merci. Hein. Merci. Un autre témoignage? Ah, c'est pas allumé. Vous m'entendez? Ah oui. Non, je trouve que ça, effectivement, ça remet en présence, et on a un peu tendance à ne pas l'être, et du coup en authenticité aussi. Et je pense que c'est aussi un terme qu'on a tendance à oublier, l'authenticité, on passe vite à côté. Et là, tout d'un coup, par la présence, le regard, et vraiment être dans les yeux de l'autre, dans le corps, et dans l'importance des choix des mots aussi, je trouve qu'on retrouve cette authenticité-là qu'on a tendance à oublier, c'est bien dommage. Moi, il y avait un truc que je voulais partager. Merci. J'ai fait l'exercice avec Nance. Bon, j'ai parlé d'une joie. Et puis après, je lui ai dit, ah non, mais bon, j'étais vachement en joie de préparer cette conférence. Et un des trucs qui me mettait en joie, et je vais poser la question à Charles, c'est un truc qui me mettait en joie, c'est que je savais que vous alliez foutre le bordel dans mon conducteur et je ne savais pas très bien comment. Joie et incertitude, Charles. Alors ça, c'est la clé. C'est-à-dire qu'on est en train de crever d'obsession, d'anticipation, de prévisibilité, et on s'en rend même plus compte. C'est-à-dire je suis sûr que parmi vous, enfin parmi nous, on peut parfois se déplacer, utiliser un GPS, et on s'aperçoit que le GPS nous indique une heure d'arrivée et nous propose d'envoyer l'heure d'arrivée à la personne avec laquelle on a rendez-vous. Ça n'a absolument aucun intérêt, c'est une fausse politesse, tout le monde s'en fout que vous arriviez à 57 ou à 02. Et bien ça casse tout, c'est le mot accueil. Hein. Vous avez parlé d'accueil plusieurs fois tout à l'heure. Et l'accueil, c'est l'accueil de l'incertitude. Au fond, c'est parce qu'il y a de l'incertitude qu'il y a de la vie. Vous parlez beaucoup de deuil, incertitude, accueil, ouais. Vulnérabilité, donc c'est un mariage qui n'est pas... Et d'ailleurs, je vous rappelle quand même que on nous a menti. On nous a dit qu'à force, si on était des humains intelligents, on pourrait, pour l'essentiel, prévoir l'avenir, anticiper correctement, et qu'il y aurait quelques petites zones d'incertitude sur la base d'une prévisibilité globale. Or, la vie personnelle, les maladies, l'amour, mais aussi géopolitique, c'est le contraire. On ne voit rien venir. On navigue dans un océan d'incertitude. Et donc, la liberté, c'est de... comme le disait Flavia, de faire avec cette incertitude et de l'aimer. Et évidemment, la joie, c'est que quand dans l'incertitude j'ai peur, il ne s'agit pas de plus avoir peur, mais il s'agit de faire de cette peur, comme vous l'avez raconté merveilleusement, son allié. Et la joie, elle vient de l'acceptation de la peur et de l'incertitude. Et évidemment, on nous apprend à faire le contraire. Et à prévoir. Vas-y, j'avais envie de t'entendre. Et j'en ai même un tips à vous donner. Nommez la peur. Donne-lui un petit surnom très drôle. Faites l'appeler Carlito. Faites l'appeler Jeannette. Faites l'appeler comme vous voulez. L'important, c'est de dissocier. Dissocier, c'est le mot-clé. À chaque fois qu'il y a quelque chose, une peur quelconque qui vient, un stress, une anxiété, un objet perturbateur, nommez-le. Faites que ça soit drôle. Vous allez voir combien ça va vous apporter de la légèreté, parce qu'à la fin, c'est que ça qu'on cherche. Merci. Alors... Oui, moi ça, j'ai enfin compris, merci beaucoup, j'ai enfin compris pourquoi on se sentait envahi de joie dans ces voyages à un moment particulier. C'est au moment entre chien et loup, dans le vagabondage, quand le soleil est en train de se coucher, qu'on ne sait pas où on va dormir, qu'il commence à faire un peu froid, qu'on est sûr de rien, que le prochain village est encore à quelques kilomètres, et il y a cette joie irrationnelle à ce moment-là, dont je me sens souvent envahi, sans pouvoir l'expliquer,
Et en fait, ce que je comprends aujourd'hui, merci beaucoup encore, c'est que dans cette incertitude, où plus rien n'est sûr, c'est aussi un moment où tout est ouvert. Tout devient possible dans l'incertitude aussi. Et si on connecte à ce moment-là, à ce plan-là des possibles, et de cette ouverture où, à un moment dans notre vie, il n'y a plus de sécurité, il n'y a plus de fermeture des possibles, il n'y a plus d'anticipation, mais alors on est entièrement dans le présent. Tu veux dire un truc ? Oui, juste pour faire résonner ce que tu dis très bien, c'est le poète allemand Hölderlin qui dit « Viens, ami, entre dans l'ouvert ». Voilà, « Viens, ami », tous les mots sont importants, « entre dans l'ouvert ». Alors, pour prolonger l'incertitude, si j'aime bien l'incertitude, ils m'ont demandé d'écrire des mots et ils ont envie de les slammer. Bon. Alors, évidemment, j'ai rajouté une petite difficulté. Je vais leur montrer les mots, mais je vais vous les dire. Nous, c'est les mots dont on a parlé. Hein. Ils vont se démerder avec ça, les deux-là. Hein. Nous, deuil, Clément Rosset, vulnérabilité, Jinga, réalité, oui. Merci, ami, ombre, surgissement, adversité, miracle. J'ai remis Jinga. T'as peut-être peur. Jinga. Jinga, Jinga, voilà. Désespoir, bonheur, mort, vie. Ça vous va, les gars? Sur la musique de Flavia. Caméra juste là. On se cherche encore un peu là. Il y a une caméra là. Il y a des caméras là, il y a des caméras là. Où sont les caméras? Ah voilà, Fond du on plateau. peut pas bricoler un truc avec ça hein. C'est bon. Attends. On a besoin d'aide la technique là. Ouais, voilà. C'est pas, on y va comme ça. Il y a quelques minutes, on ne se connaissait pas encore. Et maintenant, on est des amis dans le corps. On a traversé nos ombres et nos lumières. Alors que on ne se connaissait pas encore hier. Ça commence par une sensation d'adversité. Un endroit où on ne sait pas comment on va y arriver. Alors là, on va chercher tous les registres, tous les petits détails. De la jinga pour donner de l'énergie et avancer. Et là, on cherche, on va racler tout ce qu'on peut pour trouver des miracles. Dans l'espoir d'avancer. Dans le soir. On avance, la journée avance. On avance. Le soleil tombe et voici venir le soir. Le moment du désespoir. Mais on est bien ici, on est bien à l'heure. On sait qu'on a rendez-vous avec le bonheur. C'est une question de survie. La joie, c'est la vie. Le bonheur, c'est la vie. Chacun voit le bonheur à sa porte, Donc là, il s'agit de tout épouser. Tout ce qui vient, toutes les personnes autour. Alors oui, ça peut faire bizarre qu'il y ait Clément Rosset. Mais c'est pas grave, on va lui trouver une place aussi. On rencontre notre vulnérabilité, parce que c'est ça la réalité. C'est à partir de là que les choses vont jaillir. C'est à partir de là qu'on va pouvoir renaître. Puis vous êtes là, installé confortablement dans votre fauteuil.
Et puis ensemble, on parle de joie, on parle de deuil. On est bien là tous ensemble, parce que quelque part, même si on est différents, on se ressemble. Alors ensemble, il est temps de se jeter à l'eau avec la musique de Flavia Coelho. On va chanter tous ensemble. Say Merci de vous lever pour la joie. Merci de faire partie de ces humains qui ne se taisent pas devant l'ombre.
On est au début de quelque chose de grand et on a besoin d'humains joyeux.